Vous voyez ce petit livre, c'est une petite merveille. Et s'il était encore disponible, évidemment, je vous l'achèterai à chacun d'entre vous, parce que c'est une base. Il n'existe plus en librairie, s'il n'a jamais été diffusé dans les librairies, parce que c'est un tiré à part d'une série de conférences à la radio de l'Autriche il y a une quinzaine d'années, donné par un professeur de philosophie de Fribourg, qui est mort maintenant, qui était, à proprement parler, ce qu'on peut appeler un monstre, au sens ancien du terme, qui n'était pas péjoratif. Les Grecs appelaient monstrueux tout ce qui sortait de l'ordinaire, on dirait aujourd'hui extraordinaire, en insistant beaucoup sur le préfixe. En effet, ce professeur Boschensky, au point de vue stature, la façon dont il donnait ses cours, il parlait, je crois, 12 langues. Il connaissait tout, il avait tout lu en philosophie. Et il donnait des cours avec une érudition, une aisance absolument époustouflante. Il était connu mondialement, il n'était peut-être pas aussi connu dans son pays d'adoption. Et alors, une fois, la radio d'Autriche lui a demandé de faire une série de conférences, et il a eu cette intelligence de faire une initiation à la philosophie, vers la pensée philosophique, initiation aux notions fondamentales, en commençant par les problèmes, c'est-à-dire à la place, si maintenant vous allez suivre un cours de philosophie dans n'importe quelle université du monde, au programme, ce sera marqué au mieux Aristote, au pire Hegel, Kant, au pire, c'est-à-dire, ça n'est pas très intelligible aujourd'hui. Mais ça n'est pas des objets philosophiques, ça. C'est de l'histoire de la philosophie. La chimie n'étudie pas Gay-Lussac ou Courvoisier, qui sont d'éminents chimistes. On étudie le chlore, le carbone, l'hydrogène. Eh bien là aussi, la philosophie, elle étudie le réel sous différents aspects, et alors il a pris comme ça quelques thèmes philosophiques, c'est-à-dire quelques problèmes philosophiques de base, ceux qui ont donné naissance à la philosophie. Alors la loi, la philosophie, la connaissance, la vérité, la pensée, la valeur, l'homme, l'être, la société, l'absolu. On appelle ça des apories, c'est-à-dire que la philosophie n'est pas née de quelqu'un qui avait tout à coup, un romancier pourrait faire ça, mais un philosophe, il n'est pas né de quelqu'un qui avait tout à coup des idées un peu originales. Mais non, c'est quelqu'un pour qui la réalité, sous un aspect ou sous un autre, ne va pas de soi. Le non-philosophe, c'est celui pour qui la réalité va de soi. Le monde, la lumière, la matière, l'homme, la pensée. Il ne se pose pas de problème, tant mieux, parce que ce n'est pas nécessaire. Mais le philosophe et la philosophie, elle est née toujours d'une interrogation, d'une difficulté. Il y a quelque chose qui coince, qui est contradictoire. On appelle ça une aporie. On l'avait déjà dit du reste. Aporia, en grec, ça veut dire difficulté, une énigme. Dans la réalité, si on part comme ça, on est sûr qu'on part avec les pieds sur la terre. On ne commence pas par faire de l'idéologie, de l'idéophagie et de commencer à construire des systèmes. Mais non, les systèmes, ça viendra peut-être. Il faudra peut-être en construire, ne serait-ce que des hypothèses, pour répondre à ces difficultés. Alors le père Boschensky, avec un art consommé de la pédagogie, parce que c'était un homme passionnant, je me rappelle ses cours, il n'était pas facile comme homme, assez brusque. Je me rappelle avoir été une fois chez lui dans sa chambre, il y avait, je crois, 3 récepteurs de trafic. Les récepteurs de trafic sont au poste de radio que vous avez et moi, aucun rapport, c'est-à-dire ça capte les rapports de la police, c'est sur d'autres fréquences que les nôtres. Il y en avait 3 qui marchaient en même temps, c'est que ça le stimulait dans des langues différentes du reste. Et puis il écrivait, c'est quelque chose d'extraordinaire ce bonhomme. Il savait tout, une connaissance encyclopédique. Alors je vais vous lire comment il introduit le problème qui va nous occuper pendant quelques leçons. Il le fait d'une manière tout à fait remarquable, mais avec la brutalité qui le caractérise, parce que c'était un homme, je me rappelle qu'à 72 ans, il a entrepris de faire un permis d'aviation.
Donc il a commencé à 72 ans, l'âge généralement où on se repose, de commencer à piloter un avion. Il n'en est pas mort du reste, mais c'était quand même courageux de sa part. Il va introduire le problème du bien et du mal. Il faut que je dise une chose avant. Ce problème dont nous allons parler, c'est le problème du bien et du mal. Pourquoi y a-t-il du bien et du mal? C'est une chose qui va de soi. Il n'y a pas besoin de faire un dessin, tout le monde comprend. Que quelqu'un fait quelque chose de mal, avant toute initiation du reste. Mais c'est une autre histoire d'expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi c'est mal. Alors que spontanément, d'une manière intuitive, on en convient. Mais quand il s'agit d'en trouver la raison, rares, et je vous assure, rares sont les philosophes qui donnent une réponse satisfaisante. Ce problème du bien et du mal, il a une histoire, en tout cas contemporaine. À partir de mai 68, vous étiez déjà, je crois que vous étiez vraiment, grosso modo, à l'âge de cette révolte estudiantine, je pense. Mai 68, ça doit correspondre un peu à votre adolescence. Alors vous en souvenez peut-être d'une manière plus existentielle. On a passé par-dessus les barrières tout ce qui était moralisateur, contrainte, autorité de quelque nature que ce soit. Rappelez-vous le slogan. Il est interdit d'interdire. C'est là qu'on a commencé à parler de l'amour libre. En fait, quand on réfléchit, c'est quoi l'amour libre? Il se libère de quoi? De la morale, finalement. Et alors, ça a été un défoulement collectif et individuel dont on n'a pas idée aujourd'hui. Puis après, on s'est rendu compte assez vite que renvoyer la morale par la porte, le mot moral déjà, encore aujourd'hui, du reste, il n'est pas en honneur de sainteté, cette fameuse morale, elle est revenue par la fenêtre, mais sous un autre nom. On ne peut pas s'en passer, c'est la réalité. Alors on a dit l'éthique. Ça allait déjà un peu mieux. Pendant quelques années, on a pu la rebaptiser, c'est-à-dire la familiariser en disant, on ne disait plus morale, on ne prêche pas la morale, mais une éthique, du mot ethos, qui veut dire comportement. On s'est très vite aperçu que de nouveau on était piégé à des règles, à du bien et du mal dont on ne voulait plus. On voulait retrouver l'innocence, la liberté créatrice de valeur. C'est bien pour autant que je sois libre, disait Sartre. Alors, on a essayé un autre mot, la déontologie. C'était un peu plus compliqué, ça vient aussi du grec. Déontos, déontos veut dire ce qui doit être fait. C'était un peu trop spécialisé, c'était par rapport aux professions, la déontologie médicale, professionnelle. Ça n'a pas marché très longtemps. Aujourd'hui, on vient à un nouveau mot qui est au tableau noir. Axiologie. Alors je vous le présente, c'est le problème du bien et du mal, rassurez-vous, c'est le problème de la morale, le problème de l'éthique, le problème de la déontologie, mais rebaptisé, et comme ça, de toute façon, il faut en donner un mot, même si la réalité est gênante. Ça vient du grec axia, qui veut dire la valeur, le prix d'une chose. Du reste, avec l'article, taxia, ça a donné taxe et taxi, si vous voulez. L'axiologie, c'est-à-dire le fait proprement humain qui fait que nous, les hommes, et on verra que les animaux en sont absolument libérés, alors eux, ils sont amoraux, qui ne veut pas dire immoral. Amoral, ils ne relèvent pas de la morale. On fait souvent cette confusion. On aimerait bien, nous. Eh bien, non. On va découvrir que tous nos actes, dès là qu'on est réveillé jusqu'au moment où on s'endort, sont bien ou mal. Pour autant que ce ne soit pas des gestes mécaniques. Si au cours de mon exposé, je me gratte la tête, ce n'est pas un acte humain, ça. C'est un acte acta hominis. C'est un acte de l'homme, mais pas un acte humain. Mais par contre, tous nos actes sont bien ou mal. Or, curieusement, aujourd'hui, on est à nouveau extrêmement sensibilisé, non pas aux mots dont on a peur, mais à la réalité. À témoin 2 livres qui viennent de paraître, je crois qu'ils ne sont pas plus d'une année. Le premier de Comte Sponville, peut-être que vous en avez entendu parler, Petit traité des grandes vertus. Ce n'est pas le titre qui me paraît curieux. Petit traité des grandes vertus. Déjà, le mot vertu, il y avait longtemps qu'on n'avait plus osé le prononcer. Vertueux, la vertu. Surtout dans le domaine de l'affectivité humaine ou de la sexualité, vous imaginez. Et voici qu'apparaît un livre, Petit traité des grandes vertus. Ce qui m'étonne, c'est le succès de ce livre. Vous n'avez pas idée, alors que ce livre dit
je dirais pas maladroitement, je dis honnêtement, mais des choses vieilles comme la pensée philosophique. Ça se trouve déjà chez Aristote, peut-être plus synthétique chez Aristote, mieux construit, mieux établi. Mais on le retrouve dans la philosophie traditionnelle, la vertu, dans la somme théologique. Et voici que quelqu'un semble la redécouvrir, encore qu'il a une très grande érudition philosophique, et tout le monde, non, mais le succès de librairie est quand même significatif, c'est-à-dire ça n'a pas fait obstacle, petit traité des grandes vertus. Au contraire, il a trouvé un lectorat absolument étonnant. Il suffit des fois de changer la formulation. Moi j'aime beaucoup cet adage philosophique, eadem sed aliter. Il faut dire les mêmes choses mais d'une autre manière. En tout cas, c'est ce que modestement j'essaye de faire. Je n'ai jamais rien inventé. Sinon, une manière de présenter, vous en apercevrez tout à l'heure, j'espère. Eadem sed aliter. Il y a des choses éternelles, l'homme sera toujours l'homme, la femme sera toujours la femme. Les rapports humains seront toujours les rapports humains depuis l'éveil de la conscience jusqu'au dernier homme, mais il faudra chaque fois changer les mots et changer l'angle d'attaque, la présentation. Et c'est cet effort que je réclame, qui demande une certaine générosité, et je trouve que chez les intellectuels, il y a une certaine paresse. Le deuxième livre qui vient de paraître, alors lui, il y a un mois, d'un homonyme, Luc Ferry, L'homme-dieu ou le sens de la vie. Il réintroduit les traditions, les valeurs traditionnelles qu'on retrouve dans saint Thomas, qu'il cite du reste, sauf que lui et Comte-Sponville se disent agnostiques, c'est-à-dire c'est une démarche assez curieuse qu'on retrouve aussi chez Sartre, qui consiste à affirmer qu'une chose est bien, une chose est mal, montrer tous les détails de ce comportement humain en le qualifiant par rapport au bien ou au mal, mais sans en donner la raison. Pourquoi? C'est très beau du reste de découvrir les vertus, dire oui, dans ce cas-là, la générosité est une vertu, l'altruisme est une vertu. Mais pourquoi? Eh bien, c'est ce problème que va poser le père Boschensky. Encore une fois, il va le faire avec une brutalité peut-être qui va vous choquer, mais figurez-vous, il a raison. Et je vais vous montrer pourquoi il a raison. Je saute sur l'introduction, c'est pas grave. Le mieux est de commencer par un exemple. Qu'on veuille bien m'en excuser, il a raison. Si c'est un exemple un peu gros, oui, c'est un peu gros. Mais ici, il ne s'agit pas de faire du sentiment. Ah oui, alors il a raison, il ne faut pas faire de sentiment. Il s'agit de comprendre, et ce sont les exemples grossiers qui mettent le mieux en valeur l'essentiel de la question. Je dirais grossier ou gros, si vous voulez. Au moins, là, on reçoit le paquet sur la tête, et on dit, mais non, on ne va pas commencer à couper les cheveux en quatre. C'est mastoc. Vous êtes d'accord ou pas? L'exemple est le suivant. Un jeune criminel, appelons-le Charles, suggère à son ami Louis de prendre pendant la nuit le rasoir dans le tiroir, de trancher la gorge à sa mère durant son sommeil et de lui prendre ensuite tranquillement son argent. Avec cet argent, les deux garçons passeront une joyeuse soirée à l'auberge. Ça me fait toujours rire parce que c'est tellement germanique, si vous voulez. Un latin n'aurait pas dit ça, il aurait dit, je ne sais pas quoi, ils auraient été faire un voyage. Tandis qu'ils vont une soirée à l'auberge, avec de la bière, de la wurst et tout. Supposons que Louis soit un garçon normal. Il refusera avec indignation. Pourquoi, lui dit Charles? C'est si simple et ce serait utile. Que lui répondra Louis? Mettons-nous à sa place. Que répondrions-nous nous-mêmes? Je crains bien que nous n'arrivions pas à trouver une réponse valable. Peut-être dirions-nous que c'est un crime, une ignominie, quelque chose d'interdit, de répugnant, de sacrilège, etc. Mais si notre Charles nous demandait « mais pourquoi il ne faut pas faire quelque chose de criminel, de répugnant, de sacrilège, etc. » nous ne retrouverions alors qu'une réponse, c'est tout simplement que ce sont des choses qui ne se font pas. Autrement dit, nous ne répondrions rien. Ça ne veut rien dire, ça ne se fait pas. Puis alors faisons-le, ce sera original. Nous serions incapables de justifier et de fonder notre attitude, qui consiste à condamner cet acte. Il est impossible de motiver cette affirmation « tu ne trancheras pas la gorge de ta mère pour avoir de l'argent et le boire ». Elle est évidente.
Tout ce qu'on peut dire, c'est que la chose est ainsi et qu'elle ne se discute pas. Eh bien, nous ne pourrons pas souscrire à cette dernière proposition. Elle n'est d'abord pas évidente pour tout le monde. Peut-être, oui, celle-là, encore qu'on pourrait discuter. Dans certaines époques troublées, il y a des garçons qui trahissaient leurs parents pendant la guerre et qui les dénonçaient aux autorités nazies et qui savaient très bien ce qui les attendait. Mais quand il s'agira de problèmes moins grossiers, moins gros, de l'attitude des rapports affectifs humains et plus singulièrement de la sexualité, il ne faudra pas dire c'est évident, parce que d'abord, ce n'est pas évident pour tout le monde. Et les évidences sont incommunicables, vous voyez ou vous ne voyez pas. Elles sont pratiques, les évidences, parce qu'évidemment, elles me sautent aux yeux. Mais si quelqu'un dit non, je ne vois pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne pouvez pas lui taper sur la tête. Il faut absolument, et c'est l'entreprise que nous allons tenter, le démontrer pourquoi, non pas cet acte grossier dont il parle, mais dans toutes les situations qui nous seront soumises, c'est bien ou c'est mal. Qu'est-ce qui fonde le bien et le mal? Parce que, d'abord, au point de vue personnel, pour qu'on vérifie si on est en conformité avec la raison. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Il faut quand même les harmoniser. Dieu sait si dans ce domaine-là, le cœur et les passions peuvent avoir des comportements irrationnels. Et d'autre part, parce que même si vous étiez, ce que je suppose maintenant, que vous avez fait un peu le tour des choses à l'âge de la maturité que vous avez, et que vous soyez vertueux, cette expérience de la vertu, d'une certaine sagesse humaine que vous avez acquise, est incommunicable. Vous ne pouvez pas la transmettre. Vous aurez une œuvre éducative, ou vous avez eu, ou vous aurez, enfin, peu importe, tout le monde est amené à avoir un jour ou l'autre à répondre à une question où on me demande, ne serait-ce par mon attitude, à la justifier. Il faut pouvoir répondre. Il ne faut pas dire c'est des choses qui ne se font pas. On ne peut pas non plus répondre par la morale spirituelle, c'est-à-dire révélée, dire c'est contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas communicable non plus si quelqu'un n'a pas la foi. Il est donc urgent, et c'est ce que nous allons entreprendre, à la différence des 3 cours que nous avons faits précédemment, où c'était difficile de prouver. Oui, on a pu établir certaines réalités, mais on était dans un domaine où l'expérience spirituelle elle-même nous servait de vecteur et de support. Alors ça, c'est incommunicable. Le plus grand des mystiques, qui rayonne d'une sérénité extraordinaire, on peut l'envier, dire, ben, c'est très beau, mais c'est incommunicable, il faut que je fasse le chemin. Par contre, si je veux éclairer quelqu'un, lui donner quand même une ligne de conduite, il faut que je puisse justifier mon attitude. C'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On ne sait plus dire, d'autant plus qu'on est dans une période tellement troublée, qu'on est en plein marasme du double langage. J'ai ici une série de documents. Chacune de ces chemises que vous voyez de couleurs diverses prendront un problème uniquement tiré des journaux, de ce qui se dit aujourd'hui. Donc on a du pain sur la planche. Où on verra d'une part, nous allons établir avec le premier document, vous verrez c'est des documents assez amusants, une première loi, une antinomie. C'est que tout le monde est d'accord, et cela c'est précieux, parce qu'au moins qu'on soit tous d'accord au départ, c'est que, première loi si vous voulez, l'aporie, la difficulté, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a qui grince, qui choque l'esprit? C'est que l'échelle, vous voyez c'est une échelle, ici il y a 10, puis là il y a 0. L'échelle du bon, ici c'est excellent, et puis ici c'est 0, ça veut dire c'est neutre, ça n'a pas de goût. Elle est inversée, absolument inversée, par rapport à l'échelle du bien. Alors ici c'est 10. Quand c'est 0 ici, c'est-à-dire quand je n'ai aucune satisfaction, alors c'est bien. Mais quand j'en ai beaucoup, c'est-à-dire quand ça me plaît, quand ça me fait plaisir, alors c'est plus ou moins 0. On verra tout à l'heure qu'on peut même prolonger
les deux échelles et arriver alors à du moins 10, ce qu'on appelait traditionnellement du péché. Ça devient du péché, c'est-à-dire, je me suis trompé, lorsque ça devient excellent, jouissif, savoureux, plus que savoureux, lorsque c'est de la jouissance, je me suis trompé de nouveau, lorsque c'est ici la jouissance, lorsque c'est désagréable, lorsque c'est la souffrance, puisque je suis au-delà du zéro dans l'échelle du bien, alors ça devient excellent, c'est-à-dire ça devient de l'héroïsme. Je vais faire maintenant, dans cette première partie de la leçon, simplement vous illustrer cette loi, parce qu'elle est, universelle, elle ne souffre pas d'exception. Il n'y a pas la moindre exception à cette règle. Elle est acceptée par tout le monde. Alors là, vous ne pouvez pas trouver un homme de bon sens qui la nie, cette loi. Sauf que, je le mets tout de suite, il se peut que les exemples qui vous viennent à l'esprit se situent entre les deux échelles, c'est-à-dire le marais, le moyen, ce qu'on appelle ni chaud ni froid. C'est pas très très agréable, évidemment, alors c'est pas mauvais non plus, ou c'est même bien. Beaucoup se cantonnent à ce petit monde aurea mediocritas, disaient les anciens latins, c'est-à-dire aurea en or, mediocritas, c'est-à-dire on ne sera pas des jouisseurs ou des héros qui se font souffrir, c'est le bourgeois si vous voulez. Alors oui, d'accord. Alors dans ce cas-là, le agréable coïncide avec le bien, enfin, un bien limité. Les bourgeois, c'est quand même pas des héros. Hein. Alors laissons de côté cette aurea mediocritas. Commençons, comme le fait le père Moschensky, par les extrêmes. On comprendra mieux après. On y reviendra du reste ici. Vous verrez à quel point ça peut aussi citer la colère. Alors, j'ai dit, c'est une loi universelle. On interrogera l'ancienne civilisation chinoise. On interrogera une autre civilisation qui est en train de se contredire elle-même. On verra qu'elle ne fait pas exception à cette règle fondamentale. Cette règle fondamentale, je l'appellerai l'aporie. Aporia, en grec, qui veut dire la première difficulté. On a déjà vu ce mot, une aporie. Et on pourrait même dire, une aporie, de temps en temps, ça devient une antinomie. Une antinomie, anti, vous savez ce que veut dire, nomos, ça veut dire la loi. Il y a deux lois contraires. La loi du bien est inversée par rapport à la loi de l'agréable. Je n'ai pas besoin de vous le démontrer, il me suffit de le montrer, c'est encore mieux, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des grands raisonnements, je vous le montre. Alors on va d'abord interroger le langage. Il est très révélateur le langage, parce que d'abord tout le monde l'utilise, tout le monde le comprend, et tout le monde y souscrit. Exemple, si je dis à quelqu'un, c'est bien facile ce que vous dites, c'est bien facile ce que vous faites, je parle dans l'échelle de l'agréable, facile, c'est pas douloureux, hein. L'autre traduit, ça vaut 0. Pas seulement pour le ton, je pourrais voir l'écrire, et ce n'est pas le ton qui donne la transcription dans l'autre échelle. Vous comprenez le truc? Je parle dans cette échelle, le mot facile fait partie du vocabulaire de l'échelle du bon, de l'agréable. Et l'autre comprend tout de suite, il n'y a pas besoin de lui faire un dessin. Il a compris que je méprise ce qu'il a fait. Ouais, c'est bien facile ce que vous avez fait, 0. Par contre, si je dis j'ai eu bien du mérite, je parle dans l'échelle du bien moral, hein, le mérite. L'autre comprend qu'est-ce que j'ai sué. Hein. C'est évident que si j'ai passé d'agréables vacances dans un pays idyllique, je n'ai pas eu beaucoup de mérite. Hein. Alors le mérite, c'est ici, et je parle dans cette échelle, et l'autre transcrit dans l'autre. Il a très bien compris ce que je voulais lui dire, c'est que j'en ai bavé. C'est bien méritoire d'élever des enfants par les temps qui courent. Ça veut dire que vous n'allez pas rigoler tous les jours. Ça ne va pas être aussi agréable que vous l'imaginez. On pourrait multiplier les exemples. Mais celui-là est très symptomatique parce qu'il nous donne cette équivalence inversée des deux échelles, qui est constante. Autre exemple. Alors là, j'en ai plein, il y en a plein les journaux, mais je vais vous en procurer d'assez amusantes. Je vous donnerai encore des documents anciens. Mais commençons par celui-là parce qu'il est assez rigolo. Il y a quelques années, il y a même 15 ans à peu près, oui 15 ans, est apparu dans un journal du matin, et je vous rappelle mon adage, la lecture du journal est la prière matinale du philosophe. Si c'est
la seule condition pour être philosophe, alors je suis philosophe. Parce qu'alors c'est là où je trouve ma meilleure nourriture. Il n'y a pas 2 semaines sans que j'alimente mes cours avec des coupures de journaux. Je me dis, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher chez Platon, chez Aristote. C'est constant. On trouve une petite réclame, enfin un petit article dans un journal qui dit ceci. Écrivain cherche gymnasienne ou étudiante, écoutez bien tout, férue de littérature, pour l'accompagner à Paris les 5 et 6 décembre pour recevoir une distinction littéraire. Comme c'est à Lausanne, je ne dirai du mal de personne, mais je pense que vous êtes assez futé pour savoir qui, parmi nos écrivains de la région, a reçu à Paris une distinction littéraire il y a une quinzaine d'années. Il continue. Donc, il l'invite à venir avec lui pour l'accompagner. Très bonne et gracieuse présentation. Capacité d'humour indispensable. Photos et réponses manuscrites en un sourire. Écrire sous chiffres, publicitas, Lausanne. Bien. Nous sommes dans cette échelle. C'est pas mal. Il l'a pas violée. Et puis, elle est adulte. Je pense même, puisque c'est même une étudiante, donc elle peut avoir plus de 20 ans. Il faut qu'elle soit jolie, et puis qu'elle soit amoureuse de la littérature. Suivez mon regard. La littérature sera incarnée. Mais enfin, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Alors, je vous pose la question de savoir pourquoi un journaliste, la semaine suivante, a épinglé cet article et dans une petite rubrique qui s'appelait « Tomates et laurier », que j'aimais beaucoup. On prenait, on le fait encore aujourd'hui, mais sous un autre mode, des curiosités dans les journaux, des calembours, des maladresses, et puis alors on leur donnait une couronne quand on était d'accord, ou une bonne tomate pourrie quand on n'était pas d'accord. Alors le journaliste du même journal, la semaine suivante, a répondu à cet écrivain qui cherche une gracieuse gymnasienne pour venir roucouler devant lui quand il reçoit son prix littéraire. Il écrit ceci. Une tomate à la gourgandine, on est dans cette échelle, qui acceptera d'accompagner les 5 et 6 décembre prochains le grand écrivain recherchant des potiches par petites annonces pour le regarder ramasser des distinctions littéraires. Écoutez bien la suite, c'est savoureux. Au Goncourt des Schnocks, en voilà un qui a effectivement de fortes chances de rapporter la palme. Ça, c'est rigolo, mais c'est exactement ce que nous sommes en train de dire. Le journaliste n'est pas un moraliste, il n'est pas un philosophe, ni un théologien, mais il a compris d'instinct et tout le monde est d'accord. Mais oui, c'est idiot, c'est pas grave, je ne dirais pas que c'est un péché, mais c'est ridicule. Et s'il faut dire, mais pourquoi c'est ridicule? La question que pose le père Boschensky. Ah, on dit, mais je ne sais pas, dites quelque chose. Elle est libre, cette fille, elle fait de mal à personne. Peut-être même c'est valorisant pour elle. Elle fait des études de littérature. Allez voir quelqu'un qui reçoit son prix Nobel, son prix Nobel, peut-être pas, mais son prix Goncourt, c'est déjà pas mal. Elle pourra raconter aux copines. Mais tout simplement, lorsque on veut trop insister sur des facilités agréables, ça se traduit par du zéro. Même histoire, quelques années après, de nouveau le même truc. Dans le même contexte, donc, aussi un article du journal avec la critique du journaliste, pas le même, parce que quelques années plus tard. Ingénieur, c'était marqué ingénieur. Cadre supérieur de direction, situation professionnelle excellente, quarantaine, double nationalité, dont Suisse, c'est important, hein, c'est rassurant, résident Paris, Suisse à Paris, charmant, gai, généreux, chaleureux, sincère, gentil, excellent moral, offre séjour immédiat à Paris, vacances en mai puis été à l'étranger, à jeune femme très belle, sinon très très jolie. Si vous n'êtes pas très belle, au moins que vous soyez très très jolie. Visage et corps, pas seulement le visage, hein, pour aller sur la plage probablement. Sinon, sincère, chaleureuse, bonne éducation, libre, simple. Si entente, désir profond d'amitié, tu parles mon œil, et relation durable, éventuellement mariage. On peut toujours faire miroiter quelque chose qui valorise dans l'autre échelle. Photo 79, on était en 80, il ne faut pas donner votre photo d'il y a 4 ou 5 ans, hein, parce que c'est tricher sur la marchandise. Photo 79 indispensable sera retournée.
Et il ajoute corps ni trop mince ni trop fort, assez grande. Discrétion absolue garantie, pas belle ou pas très très jolie, s'abstenir. Vous êtes averti. Ce que je trouve charmant, c'est le journaliste, de nouveau, j'allais dire le moraliste. Mais oui, le moraliste. Vous, moi, tout le monde, n'importe. Est-ce qu'il fait du mal? Non. Pourquoi? Il a obligé personne. Peut-être c'est une femme qui est en train de divorcer ou qui est seule, et puis qui est très très jolie, ça existe. Le journaliste a compris que dans l'échelle du bien et du mal, c'était zéro, c'est même en dessous du zéro. Alors il lui a donné une belle tomate, mais alors celle-là, elle est splaf. Une tomate au M'as-tu vu qui publie cette petite annonce. Quel oie, O-I-E, répondra donc à ce veau? Voilà, c'est fait. Une autre petite annonce que j'ai trouvée dans le journal, c'est les bandes de Vikings du Nord, vous savez, très jolies. C'est tous les matins dans le journal, vous avez, c'est un Américain qui fait ça, une petite histoire, c'est Agar du Nord. Et un jour, il y avait Agar avec ce petit polichinelle qui a un entonnoir à l'inverse sur le crâne pour bien montrer qu'il n'a plus toute sa raison. Ils sont tous les deux attablés à une table de restaurant ou je ne sais pas où, dans une taverne, et le petit naïf dit à Agar, « Est-ce que la gourmandise est un péché ?» On parle encore en termes de péché. Et il lui répond, « Est-ce agréable ?» Et puis l'autre dit, « Je crois bien. » Il dit, « Alors c'est un péché. » C'est bête comme chou, mais c'est vrai. La gourmandise, c'est pas désagréable, hein? Alors c'est un péché. Et du reste, il y a une phrase, c'est Michel Ragon, non, c'est autre chose, c'est une femme d'esprit du XVIIIe siècle qui, en découvrant un sorbet, qui est la chose la plus délicieuse qui soit, le sorbet c'est encore meilleur que les glaces, parce que c'est du jus de fruits purs glacé, qui a dit ceci dans un salon du XVIIIe, quel dommage que ce ne soit pas un péché. C'est-à-dire, ce serait encore mieux si en plus c'était un péché. C'est-à-dire, on aurait vraiment la vérification que c'est vraiment bon. Si on vous dit non, c'est pas un péché, on dit voilà, ça doit être un purgatif ou je sais pas quoi, parce qu'il faut que ce soit absolument délicieux, donc un péché, sinon ça me gâte le plaisir. Et du reste, c'est Michel Ragon, un historien qui rapporte ce fait que je vous cite, en Vendée, écoutez bien ça, la culture de la pomme de terre, qui avait sauvé le nord de la famine, parce que la pomme de terre, il suffit d'en mettre un quart ou la moitié dans la terre en automne, puis après vous en avez 10, ça rend du 10 pour 1, comme dans l'Évangile, qui avait sauvé le nord de la famine, fut longtemps refusé, les prêtres y étaient hostiles, parce que la reproduction en était trop rapide. Elle n'exigeait pas assez de travail, donc cette pomme-là était le fruit du diable. C'est émouvant, c'est étonnant, c'est d'une imbécilité sans nom, mais c'est logique. Ça veut dire, si c'est agréable, facile, ça vaut rien. Et si ça l'est trop, alors ça devient un fruit du diable. C'est une loi universelle, il n'y a pas besoin de faire un dessin, tout le monde le comprend. Je vais vous lire du reste quelques passages des gauchistes. Vous savez que les gauchistes, surtout à mai 68, où a fleuri sur les murs des slogans libérateurs, où la morale, il ne fallait plus en parler, on n'a jamais été aussi moralisateur sous d'autres formes qu'au moment où on s'est libéré de la morale. Faites attention, quand vous renvoyez la morale par la porte, elle revient par la fenêtre. Mais alors avec un ouragan. J'ai relevé un dimanche matin, c'était en 68, enfin c'était peut-être l'année suivante, il y avait sur les murs de Lausanne, parce que en Suisse, on copie les autres. Personne n'aurait fait le moins de graffiti si on n'avait pas commencé. Je crois que ça a commencé en Amérique. Après, c'est venu en France. Et puis les petits Suisses se sont dit, on ne veut pas rester, on va prendre le train avec tout le monde. Puis on s'est mis à graffiter contre les murs. Peu importe. Toujours est-il que les graffitis ayant fleuri sur les murs de Paris à mai 68, 6 mois après, c'était la même chose chez nous. Il y en a encore du reste. Alors, un dimanche matin, pendant 1 heure ou 2, j'ai été en bas du Petit Chêne, je me rappelle, je vous signale ceux que j'ai découverts, il y en a à la place de Rumine. Je me suis dit, mais c'est l'illustration de notre loi universelle, et pourtant Dieu sait s'ils ne se réclament pas de la morale, justement, puisqu'ils sont contre la morale. Dégoûtant, dégueulasse, répugnant, écœurant, obscène, sordide, porc, salaud, tout ça à l'ordre de Lausanne, c'est-à-dire Lausanne, c'était marqué « J'ai rêvé Lausanne, cauchemar ». Au bas du Petit Chêne, c'était marqué « Bouffons, buvons, baisons ».
3 termes péjoratifs pour dire les choses les plus fondamentales. Pourquoi est-ce qu'on dit bouffon, bouffer? Parce que j'ai jamais aimé la bouffe. On va faire une petite bouffe. J'aime pas. Pourquoi est-ce qu'on méprise? Parce que ça vaut 0, parce que c'est agréable. C'est tellement spontané. C'est pas grave. On devrait montrer ici. La bouffe, c'est ici, si vous voulez. C'est pas le sommet de la jouissance, et puis c'est pas mal. Mais n'empêche qu'on... Boire, bouffer, baiser. La baise, on en parlera plus tard. On parlera aussi du fric. Mais je continue. Salaud, ordure, vomissure, pourriture, fumier, saleté, poids, burk. C'est-à-dire ce monde de relative prospérité que nous avions en 68, la crise n'ayant de loin pas commencé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas un chômeur en Suisse, pas un. S'il fallait le chercher, il aurait fallu aller très loin. On allait les chercher, les futurs chômeurs en Turquie à l'époque. On avait écrémé tous les pays méditerranéens. Je me rappelle des amis du reste qui avaient besoin d'engager quelqu'un, ça a été la croix et la bannière, c'était impossible, il n'y avait personne. C'était répugnant, parce qu'on avait... Il y avait cette espèce de roule-cœur devant cette société de consommation. Réfléchissez bien. Société de consommation, ce n'est pas une qualification positive. Hein. Eh bien, tout à coup, on s'est jeté ça à la figure. C'est un Américain qui a inventé du reste l'expression, je me rappelle, en mai 68. Hein. Société de consommation. On s'est dit, mais est-ce qu'on est répugnant? Et du reste, je me rappelle, on pourrait continuer pendant 1 heure, mais je vais quand même me limiter. Mais je vais prendre un autre exemple. Société de consommation. Je me rappelle, il y a peut-être une dizaine d'années, puisque vous le connaissez, je peux en parler, et qu'il est mort, d'autant plus, c'est dommage que Raoul ne soit pas là, parce que c'est lui qui a hérité de sa bibliothèque. C'était Roger Devez, qu'il me pardonne maintenant, où qu'il soit, il n'a plus besoin de sa réputation, enfin, c'est pas grave ce que je vais dire. Roger Devez, donc, c'était un étudiant d'à peu près de votre âge, qui avait malencontreusement englouti sa fortune dans une propriété, un moulin qui allait à la dérive dans le canton de Vaud. Il s'est ruiné là-dedans en frais de réparation, de toiture et autres. C'était l'horreur. Et je l'ai vu descendre. Il fallait chaque mois trouver 30 000 francs. Quand on ne les a pas, vous savez, il tapait sa mère. Et puis... Enfin, c'était horrible. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il ne pouvait tenir qu'à coup d'alcool. Alors il s'est fait une fois pincer par la police, enlever son permis. Il avait l'air malin. Il était perdu dans le Gros de Vaud, sans voiture. Dans son moulin qui s'écroulait, enfin, les travailleurs venaient, il y a un moment donné où c'était plus habitable, ni l'ancien, ni le nouveau. Et alors il m'avait appelé au secours, ce que je fais tout à fait volontiers, c'est moi qui allais avec lui faire ses provisions, on allait jusqu'à Romanel, parce qu'on achetait en 1 semaine tout ce qu'il lui fallait. Et je me rappelle, parce qu'alors à cette époque-là, il avait viré sa cutie, parce qu'il avait fait une tentative de vie religieuse chez les dominicains, alors il avait viré, il est devenu extra-gauchiste, il était même un des rédacteurs du journal Tout va bien, qui était le journal gauchiste de Suisse romande, qui n'a pas tenu longtemps de reste. Et alors je me rappelle qu'on était arrivé en dessus du parking automobile de Romanel, où on surplombe la route avant d'arriver dans un immense parking avec des voitures, une marée de voitures, pour les gens qui allaient dans cette immense surface, qui n'était pas encore très à la mode à l'époque. Et quand on est arrivé devant, c'était un samedi ou je ne sais pas quoi, devant ces gens avec des chariots qui dégorgeaient de nourriture, il s'est mis à hurler, enfin à exprimer son dégoût. Il n'a pas dit fumier, saleté, poids, il a dit c'est dégueulasse, c'est tout ce que je déteste. J'ai dit écoute, alors on rentre chez nous parce qu'on va faire la même chose, je ne sais pas si tu sais. Alors il s'est trouvé coincé parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire ce que les gens faisaient. On allait acheter des biens de consommation. C'est quand même pas mal. Bien sûr qu'ils en achetaient beaucoup. Parce que justement, par esprit d'économie, nous aussi, on allait remplir un caddie. Parce qu'on n'achetait pas une semaine. Seulement, il a traduit dans le sens, la morale. Les gauchistes sont très moralistes, hein, bien qu'ils s'en défendent. Et alors, pour sauver la face, il s'est rendu compte qu'il s'était fait piéger à son propre système. Alors, il m'a dit, ils achètent tous des fraises. J'ai dit, ah, tu en as vu? Je dis, tu m'excuses parce que moi je suis daltonien, je ne les vois pas, mais tu me diras si tu en vois. Hein. Il n'y avait pas plus de fraises dans les caddies que sur ma main. Sauf qu'il fallait trouver quelque chose d'encore meilleur pour pouvoir trouver que c'était dégueulasse d'aller faire ces commissions. Mais vous pouvez piéger tout le monde avec ce truc-là. Un autre exemple, l'argent. 2 minutes sur l'argent. J'aimerais que vous notiez au moins dans votre esprit ce slogan, car j'en suis le modeste auteur, et puis j'en suis assez fier. Enfin, on fait ce qu'on peut. Tout le monde aime l'argent,
mais personne n'aime ceux qui aiment l'argent. Alors, première proposition, tout le monde aime l'argent. Ben oui, moi aussi. Je ne m'en défends pas. Je ne dis pas que j'aimerais être millionnaire, mais tout le monde aime l'argent. Ben, enfin, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Si maintenant on me doublait ma pension, bon, je ne saurais pas très bien qu'en faire, ça je vous l'avoue. Mais avant, quand j'étais professeur, ben oui, on m'aurait payé le double, ou bien j'aurais gagné à la loterie. Je vous assure que je ne crachais pas dessus. J'aurais peut-être acheté une nouvelle voiture. Je sais pas, il y en a quelques-unes qui étaient un peu à bout de souffle. Tout le monde aime l'argent, mais personne n'aime ceux qui aiment l'argent. On n'est pas prêt de s'aimer, hein? Parce que tout le monde aime l'argent, mais on n'aime pas ceux qui aiment l'argent. Alors, voyez l'inversion des deux échelles. Tout le monde aime l'argent. Bien évidemment, c'est agréable. Mais alors, pour juger les autres, je me place sur l'autre échelle. Alors, du haut de ma vertu, je déteste ceux qui aiment l'argent. Le fric, il pourrit tout, ces sales types, plein de fric, plein aux as. Ce que je vais faire est un peu délicat, mais je le ferai quand même, parce qu'il ne m'en voudra pas. Mais il y a un garçon de votre âge qui a bouffé tous les immeubles de Lausanne, je serai quand même modeste sur son identité, qui n'est pas plus méchant que vous et moi, il venait au foyer du reste, et que considère comme son père. Je l'aime bien, enfin, avec ses défauts et ses qualités. Hein. Il fait travailler 1800 personnes dans le Suisse romande, ben, s'il se casse la gueule, c'est 1800 chômeurs. Et j'ai par ailleurs des amis un peu gauchistes, qui, à la seule évocation de son nom, deviennent furieux. Je dis, mais vous le connaissez? Ah non, ils ne le connaissent pas. Mais bourré de fruits. Je dis, mais il mange 3 fois par jour, puis encore, c'est même pas sûr, parce qu'il fait des journées de 18 heures. J'ai continué avec lui dimanche passé, je m'en excuse, mais j'ose pas le dire à ses amis, parce qu'ils vont m'arracher les yeux. C'est ridicule. Mais c'est complètement ridicule. Je ne vois pas ce qu'il y a de pécamineux au fait de travailler pour faire... ça ne fonctionne pas autrement, vous comprenez? Le capitalisme, c'est le pire des systèmes à l'exclusion des autres. Tout ce qu'on a essayé d'autre, c'est encore pire. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis, ne râlez pas, tout le monde aime l'argent. Et ses amis, s'ils pouvaient gagner à la loterie, je vous garantis qu'ils ne cracheraient pas dessus. Alors là, moi, je rigolerais. Je leur dirais, ah bon? Vous n'avez pas craché dessus? L'argent, c'est dégueulasse. Le fric, quand on a dit le fric, on déteste le fric des autres. C'est vrai qu'il y a une inégalité, mais ce n'est pas ça, dans le fond, qui irrite. C'est le fait que, même si on était... Regardez en mai 68, où en Suisse, tout le monde avait... Il n'y avait pas quelqu'un qui avait faim. Sauf, évidemment, il y avait quelques-uns qui étaient à l'AI, qui étaient des gens qui ne pouvaient pas travailler. Mais on se détestait les uns les autres. Si vous saviez... C'est pour ça que ça a claqué en mai 68, parce que ça allait bien. Parce que c'était la société de consommation, parce que tout le monde avait de l'argent. Bon, on n'était pas millionnaire, mais on pouvait vivre. Et ça devenait répugnant, cette espèce de confort où tout le monde avait son comptant de biens de consommation. Je vais vous montrer maintenant que cette loi est non seulement universelle dans l'espace, c'est-à-dire vous la trouvez partout, mais elle est universelle aussi dans le temps, c'est-à-dire elle n'est pas née, comme on pourrait le croire, cette inversion des deux systèmes, avec la société moderne ou la religion, parce qu'on aura à répondre à cette objection. Ah, j'ai oublié de dire une chose. Je n'ai pas dit que c'était légitime, hein, cette inversion des deux systèmes. Je ne fais que la constater. On trouvera peut-être qu'on est des masochistes collectivement et qu'on s'est rendu la vie extrêmement désagréable. On est toujours en train soit de se culpabiliser, soit de se mépriser. Vous connaissez cet adage qui consiste à dire à quelqu'un, vous préférez les remords ou les regrets? Les regrets, c'est ici, je regrette, parce que j'aurais pu faire un peu mieux, enfin ma vie amoureuse n'a pas été tout ce que j'en espérais, ou bien les remords. Vous n'y échappez pas, c'est l'un ou l'autre. Ou bien vous dites, ouais, ben, si j'avais su, j'en aurais fait un peu plus quand j'étais jeune. Si jeunesse pouvait, si vieillesse pouvait, ben, je ne peux plus. Alors j'ai des regrets. Alors si vous n'avez pas de regrets, vous avez des remords. Parce qu'alors vous dites, ouais, mais j'étais un beau salaud quand même finalement. Alors je finis dans la pénitence. Le diable devenu vieux se fait termite. Cette loi ne souffre pas d'exception. Alors j'aimerais... je voulais la développer justement à propos de cette question de... Bon, ça me reviendra après, mais... ben, c'est pas grave. Je vais vous
montrer que cette loi, ah oui, c'était la question de la religion, parce que je voulais vous dire ceci, c'est que je ne justifie pas, hein, c'est un fait. L'aporie, j'aime beaucoup une phrase qu'on peut aussi noter d'Aristote, on ne peut pas nier un fait, ça ne lui fait rien. On part d'abord d'un fait. J'aime bien quand la philosophie commence, pas par des théories, fut-elle empruntée aux plus grands philosophes de tous les siècles, c'est pas intéressant. Mais pourquoi il a dit ça? On part d'un fait. On ne peut pas nier un fait, ça ne lui fait rien. Je ne sais pas si le jeu de mots était possible en grec, toujours est-il qu'Aristote le disait. En français, ça va très bien. On ne peut pas nier un fait, ça ne lui fait rien. C'est un fait. Après, il faudra évidemment s'en accommoder et dire, mais est-ce qu'on s'est trompé? Certains le pensent vraiment, vous verrez les théories. Certains disent, mais maintenant c'est un fait culturel, surtout dans la sexualité. C'est une morale qui s'est introduite. Au début, on ne l'était pas coincé entre ces deux systèmes, du moins pas dans la sexualité. Elle était innocente. Je n'ai pas dit qu'ils avaient tort, je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Pour le moment, aujourd'hui, dans notre civilisation, au point où nous en sommes, c'est un fait incontournable. Et j'ajoute, oui, mais ce n'est pas seulement notre civilisation, c'est de tout temps. Toutes les civilisations se sont trouvées coincées entre ces deux impératifs. Alors j'ai ici photocopie d'un livre, je n'ai pas voulu prendre le livre, édité par Gallimard, La vie sexuelle dans la Chine ancienne, qui est une étude historique. Chine ancienne, ça veut dire avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire 6e siècle avant Jésus-Christ avec Confucius, plutôt, surtout Confucius. Alors, c'est un livre passionnant, c'est une grosse étude, qui montre que cette civilisation, absolument pas contaminée par le judéo-christianisme, on en reparlera du judéo-christianisme, le fauteur de troubles, celui qui a introduit ce ferment de culpabilité qui nous empoisonne l'âme, qui peut même nous conduire à la névrose, à la place d'épanouir la nature. Bon, alors, ceux-là, ils ne sont pas contaminés par le judéo-christianisme. Alors, j'aimerais vous lire certaines petites références, parce que dans cette étude, il est fait état de livres de morale, d'éthique, sexuelle, dans la Chine ancienne, donc de Confucius. Et ils avaient pire qu'un catéchisme. Nous aussi, on avait le barème des fautes, qui était des fois, mais complètement turluberlu. Je vous avais raconté, et il est bon de leur dire, parce qu'on a oublié ça, hein, qu'on a fait quand même du progrès, que j'ai étudié ça, on me l'a dit, avec un petit sourire quand même, mais ce n'était pas encore tout à fait évacué, que les livres de morale, en tout cas du siècle passé, que nous avions entre les mains, nous disaient quelle était la vertèbre du dos à partir de laquelle un regard concupiscent devenait mortel. C'est-à-dire, si je regarde sur la plage, ou je ne sais pas où, enfin, dans un atelier de peinture avec un modèle, ben, je suis obligé de regarder, mais si je regarde en dessus, à peu près de la ceinture, c'est un péché véniel, mais il y a une vertèbre, je ne me rappelle plus laquelle, mais on donnait. Donc, les moralistes du siècle passé avaient calculé, ils se léchaient la bobine, hein, ils s'en rassasiaient parce qu'ils avaient bien dû contrôler à partir de quelle vertèbre. C'était d'une stupidité absolue. Petite parenthèse, mais nous verrons que nous sommes aujourd'hui plus absurdes qu'eux avec le double message. C'est ici. Vous verrez que je préférerais revenir à la période, parce qu'ici on fait bien plus de dégâts avec le double message, c'est-à-dire qu'on vous dit deux choses contradictoires, mais bien plus imbéciles que ça. C'est encore rigolo que nos ancêtres aient pu se culpabiliser parce qu'ils regardaient en dessous de la 5e ou la 10e vertèbre. Eh bien, les Chinois, c'est la même chose. Ils avaient une cotation de moins, ici donc, du moins bon. Ici, c'est moins, hein, c'est moins 10, donc c'est le péché, là. C'est mauvais, ici. Alors, pour le moment, je n'ai pas été en dessous, mais eux, ils y allaient délibérément. C'est-à-dire, à mesure qu'on descendait, non, qu'on montait dans l'échelle de la concupiscence, de la satisfaction des sens, c'est quand même pas un crime, on est des animaux. Alors, à mesure qu'on monte, parce que là, on monte, on descendait
dans l'échelle du bien et du mal, c'est-à-dire en montée en degré de péché. Exemple. Il y en a des pages et des pages, mais je prends les plus amusantes. Comparer les charmes de ces femmes. On est polygame. Moins 1. C'est pas méchant, mais enfin j'en ai plusieurs, je trouve qu'il y en a une qui est plus jolie. Dévorer des yeux les charmes de ces femmes. Moins 1. Laisser naître en soi des pensées concupiscentes pour sa femme ou ses femmes. Moins 10. Déjà là, je mets en branle des... Chanter des chansons frivoles. Moins 2. Étudier ce genre de chansons. Moins 20. Montrer de la préférence pour l'une de ses femmes. Moins 10. Si cette préférence encourage la personne préférée à se montrer rude envers les autres, moins 20. Ça, on comprend, parce que c'est une relation pour les autres. On pourrait encore aller. Toucher les mains de ces femmes quand on leur tend des objets. Moins 1. Avec intention concupiscente. Moins 10. Exception, si on l'a fait pour les assister en cas de danger, on peut quand même les toucher quand elles se pamoisent pour les relever, les remettre sur la chaise. Alors là, c'est néant, c'est-à-dire c'est 0. C'est ni bien ni mal. Ne point céder le passage à une femme dans la rue, moins 1. Si du même coup on regarde cette femme, moins 2. Si on la regarde avec convoitise, moins 5. Si l'on conçoit à son sujet des pensées libidineuses, moins 10. C'est assez marrant parce que le Christ a dit, celui qui regarde mal avec désir une femme, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Hein? On n'en est pas loin. Pour le moment, je constate que tout le monde est d'accord. Quand on augmente le plaisir, on diminue dans l'autre échelle. Je ne veux pas vous lire tout le truc, mais il y a des choses absolument extraordinaires. Il y a des moins 50, oh là, j'ose pas vous dire, il y a des moins 500. Quelle horreur, projeter de faire sa concubine d'une veuve ou d'une nonne, moins 500. Donc une nonne dévouée au dieu des Chinois. Alors, conclusion pour le moment. Je crois qu'on l'a plus ou moins établi, enfin je vais voir si j'ai encore des autres documents, parce qu'après je regrette de les avoir oubliés, mais non, je crois que l'essentiel est dit. Ah non, j'ai encore quelques phrases des gauchistes. On cracherait nos cœurs à vos faces si on n'avait pas peur de se salir. C'était à la place de Rumine, à la place du marché. En pleine euphorie, donc, où on n'était pas plus méchant, il n'y avait pas... La société n'était pas méchante, elle était égoïste, si vous voulez. C'était laurea mediocritas, en 68. On cracherait nos cœurs à vos faces, nous, les bourgeois, si on n'avait pas peur de se salir. Et dire que je dois vivre dans ce bouillon d'ordures. Lausanne. Gros bateau, votre fric pue. Les gros bateaux à moteur avec des nanas tout à fait libres par ailleurs, donc des jolis, qu'est-ce qu'on avait dit, très jolis. Tu baises, moi je spraye. Ah oui, ça c'était au bas de la rue de Bourg. C'était tu baises, moi je spraye. Donc le fait de sprayer, c'est se venger, dire toi tu as le droit de baiser. Et puis au bas de la Chenot de Bourg, le droit à la personnalité, c'est pourtant pas trop demandé. Ça peut encore aller. Bon, peu importe. Toujours est-il que le fait est incontournable. Dans toutes les civilisations, et surtout pour ceux qui le nient, ici piège, on verra le double message, il y a l'inversion des deux échelles. Bon. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, personne ne peut rester dans ce déchirement. C'est pas possible, c'est insupportable. On est toujours ou bien culpabilisé, ou bien alors on est frustré. On est là à tirer la langue, dire je ne m'en suis pas payé un bon coup, c'est vraiment très désagréable. Ou bien alors on est culpabilisé, il n'y a rien à faire. J'ai assez confessé dans ma vie pour savoir qu'il y avait aussi une échelle des péchés mortels, des péchés véniels, ça allait en degré, disons, d'autosatisfaction, de jouissance, c'est évident. Alors on ne peut pas rester dans cette situation, elle est trop désagréable. Alors on va voir les solutions historiques. De tout temps, tout l'agir humain a été dominé par ce fameux problème, ce déchirement. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. La raison, elle est là, puis le cœur, il est là. Le cœur passionnel. Il me fait faire des choses, puis après je me dis quand même, je suis un beau salaud. Enfin, sans aller jusque-là, mais enfin... Il y a des gens quand même qui arrivent à se dégoûter.
parce qu'elle est tout à fait fraîche, je vais quand même vous montrer à quel point on est devenu paranoïaque. Non, pas paranoïaque, on est devenu schizophrène. J'anticipe sur les cours suivants, mais ça ne fait rien, parce que c'est tout frais, ça date d'avant-hier. Bon, je vais vous montrer pourquoi je vais faire ce saut. On verra que pendant... Il y a tout un courant, je ne dirais pas pendant une période, je dis il y a un courant philosophique qui a privilégié cette échelle par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'épicurisme. À partir de mai 68, on a essayé, Gide a essayé, une tradition d'Épicure. Hein. Carpe diem, on a dit, eh bien, jouissons et demain nous mourrons. Prenons la vie avec un peu de plaisir quand même, on n'en a qu'une. Et puis celle-là, bon, on essaie de l'évacuer. On a aussi essayé l'inverse. Alors, on a essayé de privilégier le moralisme, la morale, la vertu, au détriment et souvent mutilant de la jouissance. On est devenu, mais il y a des choses, mais absolument imbéciles, mais plus qu'imbéciles. Le jansénisme, à quel degré d'imbécilité, sans parler du puritanisme, hein, qui est encore pire au siècle passé. Et puis encore aujourd'hui, il y a une méfiance, plus qu'une méfiance, une condamnation de la jouissance sous quelque forme qu'elle soit. Vous n'en croirez pas vos oreilles. Hein. Alors, ou bien on privilégie une échelle par rapport à l'autre, ou l'autre par rapport à l'une. Aujourd'hui, on a trouvé quelque chose de bien plus subtil, parce que ça n'a pas marché ni l'une ni l'autre, ça ne va pas. L'épicurisme, ça va un moment, mais collectivement, on est tellement soucieux de la vertu des autres, pas de la sienne. Si bien que l'épicurisme, ça va, mais il faudrait le faire tout seul, parce que les autres viendront m'emmerder, parce que quand ils verront que moi je baise et puis eux ils bossent du matin au soir, ils n'aimeront pas. Alors, ça ne va pas collectivement. Ça va déjà mieux collectivement. On peut embêter les gens, et leur donner le sens du travail, de l'effort, du sacrifice. Regardez le mot sacrifice. Pour que quelqu'un devienne un héros, se sacrifie, il faut aller plus haut, plus loin que zéro dans l'échelle de l'agréable, c'est-à-dire il faut souffrir. On raconte que le fameux héros Winkelried, quand il a pris les lances de ses ennemis qui faisaient le hérisson, et puis qu'il a sauvé la patrie, je ne me rappelle plus où, la bataille de Sempach, ou je ne sais pas, un type qui est célébré, il s'est sacrifié en disant « prenez soin de ma femme et des enfants ». Et des petits salopards ont dit « mais non, il n'a pas dit ça, il a dit quel est le salaud qui m'a poussé ». Dans un cas, c'est un héros, parce qu'il s'est sacrifié, donc c'est moins 10, donc on lui fait une statue. Dans l'autre, il a été poussé, donc il ne l'a pas voulu, donc c'est zéro, et même c'est mal. Il faut souffrir pour être un héros. Il n'y a rien à faire. Si vous n'avez pas souffert, ça ne vaut rien. J'ai eu dernièrement une jeune femme qui m'a dit « Je voulais souffrir en enfantant mes enfants, les 3 enfants qu'elle a eus. » Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est pour ça que je peux en parler. Ne faites pas d'extrapolation. Ben, j'avais l'impression que c'était la seule manière que j'avais de mériter d'avoir des gosses. Je dis, voilà, de nouveau, c'est cette espèce de vieille mentalité que la souffrance en elle-même a une valeur. C'est pas vrai. Elle n'a pas en elle-même une valeur. Alors, ou bien on privilégie celle-là ou on privilégie celle-là. À notre époque, on a fait bien mieux. On a fait le double message. C'est-à-dire, on vous fait un message d'un rigorisme qu'on n'a jamais connu, et d'un laxisme qu'on n'a jamais connu. Alors je me dis, mais être jeune aujourd'hui, mais s'ils ne deviennent pas schizophrènes, moi je les admire, je vous jure, moi j'aurais pas pu. Encore maintenant je suis déjà malade, encore que j'ai fait un peu ma plotte, enfin je suis un peu stabilisé, mais voir ce qu'on voit dans n'importe quel film, pas des films X, pas des films de porno, non. Alors, je vais vous donner vite un exemple, parce qu'il ne faut pas que ça reste très théorique, parce que c'est tout frais, mais on en reparlera, moi. J'ai un dossier entier des doubles messages. Le double message, je l'ai là. Voilà. Schizophrène, on n'a jamais été aussi pudibond et aussi sévère. Le double message, j'en ai, vous verrez. Mais je vous en quand même en donner un peu, parce que c'est tout frais. Alors, actuellement, c'est le Festival de Cannes. Je le suis aux actualités ou autres parce que c'est un événement qui, encore une fois, peut alimenter la réflexion philosophique. Je n'aime pas la fiction parce qu'elle ne m'apporte rien, mais la réalité dépasse la fiction. Et le moindre fait de société me paraît significatif. Un roman, on peut tout inventer, alors ça n'a pas de valeur, c'est amoral un roman.
le type qui tue un autre, ben, c'est pour faire une intrigue. Alors il y a eu, c'était avant-hier je crois, une émission après un téléjournal en France d'amusement, de paradoxe, où on présente justement des trucs dans les journaux qui sont assez bizarres, assez marrants, ça ne dure pas longtemps. Et alors quand ils n'ont pas la matière pour faire cette collection de bizarreries collectées dans les journaux, on en invente, c'est-à-dire qu'on va faire du micro-trottoir, où on pose des questions stupides aux gens pour voir comment ils répondent. C'est assez marrant. Et alors là, un animateur a eu cette idée saugrenue, un peu surréaliste, d'aller interviewer des ardeuses. Comme vous êtes des gens très vertueux et très pudiques, vous ignorez peut-être le sens de ce mot tout à fait, que j'ai appris donc il y a 2 jours, c'est des actrices de porno, hard, qui veut dire, je crois, dur, enfin c'est du porno dur. Donc c'est pas du soft. D'après ce que j'ai compris, c'est des actrices qui maintenant ont pignon sur rue, donc elles sont connues, c'est pas du tout elles ont leur... pas en marge, elles ont au Festival de Cannes une section de porno hard, et les actrices qu'on nous a présentées, donc c'est des jeunes femmes qui en ont, il y en a une qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, peu importe, ce n'est pas des noms qui vont me rester très longtemps, mais elle ne se cache pas, donc c'est pas, avant c'était un peu honteux. Alors il s'est dit, pourquoi pas, alors il a pris son micro-trottoir, et puis il leur a posé une question complètement surréaliste, donc c'est des actrices qui font toutes les figures du Kama Sutra sous toutes ses formes. Enfin, je pense que vous savez que, bon, mais elles le font, donc c'est pas simulé. Il y a encore 20 ans, on simulait, c'était pour nos grands-pères, tandis que maintenant, non, dans le porno hard. Donc elles sont habituées, elles prennent ça alors, avec une philosophie tout à fait désopilante. Et alors il a interrogé 6 ou 7 de ces actrices, qui se disent actrices, avec une question complètement surréaliste, qu'elles n'ont absolument pas comprise, elles sont données dans le piège, mais aucune n'a fait exception. On leur dit, est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que ça vous arrive de coucher pour avoir un rôle? Donc c'est une légende, enfin c'est peut-être vrai, mais dans le cinéma il y a des morts un peu particulières. Si une actrice vraiment veut faire sa place au soleil, du moins au début, il est peut-être bon qu'elle cède aux avances de son metteur en scène, je ne sais pas, ça ne me regarde pas finalement. Alors s'emparant de cette espèce de mœurs et coutumes légendaires, il leur a posé la question, elles qui font l'amour alors professionnellement, est-ce que ça vous arrive, est-ce que ça vous est arrivé de faire l'amour pour une promotion? Elles se sont effarouchées en disant, oh non, ça jamais, non, ben vous imaginez, non, c'est vraiment dégoûtant, non. On dit, mais c'est complètement surréaliste. Mais on est où? Sur quelle planète on est? Alors, en même temps, c'est mal, donc la sexualité hard, elle est mal, alors qu'en fait, si on réfléchit, c'est moins grave, finalement, parce qu'il y a une finalité à faire l'amour avec un monsieur dont on aimerait établir une relation professionnelle durable, c'est-à-dire qui vous promeut, qui vous apporte quelque chose, qui vous, je ne sais pas, culturellement au moins, pour un certain temps, plutôt que de le faire avec un illustre inconnu qui vient vous baiser, alors bouvons, baisons et moi je spraye. Alors, je me dis, mais on est dans un monde fou. Évidemment, là, les animateurs s'en sont rendus compte. Ils faisaient des clins d'œil aux auditeurs en disant, elle a répondu non. Et puis elle le répondait en se drapant de vertu. Ah, mais vous n'y pensez pas? Non, ça jamais, ça je ne le ferai jamais. Je dis, mais pourquoi? Alors répondez pourquoi. Alors c'est le double message. Là, c'est rigolo. C'est pas grave. Mais on est en plein dans ce double message. C'est-à-dire que... Alors je me pose la question pour les jeunes. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, cette fois-ci, il ne faut plus parler en termes de slogans, d'affirmations péremptoires, d'impératifs catégoriques, comme le fait Sartre, comme le font les 2 auteurs dont je vous ai parlé. C'est très beau ce qu'ils disent, mais ils n'expliquent pas pourquoi. Le petit traité des grandes vertus, j'aimerais qu'ils m'expliquent pourquoi. Non, mais il faut le faire, parce que sinon... Quelqu'un peut vous dire, non, moi je ne suis pas d'accord, moi je trouve que c'est très bien, je trouve que la nature a ses droits, qu'il n'y a pas besoin de la brimer, on deviendrait des refoulés, et puis ça pourrait finir par la névrose. Alors c'est ce que je vais vous montrer, évidemment ce ne sera pas pour tout de suite, mais je pense qu'il était urgent que nous fassions le point d'une façon claire, démonstrative. Peut-être qu'on ne pourra pas
tout démontrer, mais qu'on pourra mettre des jalons, et le gros avantage, c'est que c'est communicable. L'expérience personnelle, elle n'est pas communicable. Mais par contre, lorsqu'on a compris, lorsqu'on sait pourquoi, et qu'on ne fait plus des impératifs catégoriques, c'est mal parce que c'est un péché, parce que c'est défendu, parce que c'est contre la Bible, parce qu'on offense Dieu, avec quoi on a marché, nous? Je vous ferai quand même ultimement cette confidence. Je préférerais notre, évidemment parce que c'est la mienne, pas seulement. J'ai des termes de comparaison. Je trouve que cette éducation stupide, mais vraiment stupide que nous avons reçue, qui condamnait le plaisir, peut-être pas autant que les jansénistes, qui arrivaient alors à des raffinements d'imbécilité sans nom. Je vous raconterai des histoires concernant les parents de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, en plein 19e siècle. J'ai quand même connu cette priorité de la morale, qu'on osait appeler la morale. On allait chez le curé demander si quelque chose était défendu ou pas. Si c'était agréable, c'était défendu, c'était un péché. Si c'était agréable, c'était défendu. Et puis si c'était un petit peu douloureux, c'était permis. C'est moins destructeur, finalement. C'est bête. Mais est-ce que l'homme arrivera un jour à trouver un équilibre, encore que j'aime pas tellement le mot, mais à faire la synthèse harmonieuse entre le bien et le bon, entre le plaisir et la vertu? Le plaisir et la vertu. Oui, ici, ça c'est les bourgeois. Et encore, c'est ceux qu'on déteste le plus. Tu vois, je crois que dans l'Évangile, il est marqué « les tièdes, je les vomirai ». Alors les tièdes, c'est ceux-là. Ils n'osent pas aller jusqu'au bout, ni dans le plaisir. Le Christ, l'Évangile est très miséricordieux pour ceux qui ont été... Regardez Marie-Madeleine, quand il dit « les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux ». Donc les ardeuses, finalement peut-être, malgré leur schizophrénie, complètement mais surréaliste, de condamner ce qu'elles font professionnellement. Alors ça ne doit pas être drôle dans leur tête. Elles finiront comme toutes les grandes étaillir. Je vous en donnerai les exemples du reste des témoignages. Elles se convertissent après, elles condamnent, et elles disent « j'ai beaucoup souffert ». Bon, alors si vous avez souffert, c'est bien. Malheureux homme que je suis, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Cette phrase n'est pas de moi, elle pourrait l'être. Elle est de Saint Paul. Vous pouvez prendre l'avis de n'importe qui et puis vous verrez que cette phrase est un peu le fil rouge, le fil directeur de sa vie, bien que peu à peu, par l'expérience, par la sagesse, on soit amené à privilégier un des deux systèmes au service de l'autre, c'est-à-dire, malgré tout, l'échelle du bien qui contrôle l'échelle du bon. Mais le vieux rêve de l'humanité, ce serait de réconcilier les deux, qu'on puisse être vertueux dans un royaume de jouissance paradis terrestre. C'était ça le paradis terrestre. Ce que nous allons voir maintenant, c'est les solutions historiques, parce que ce déchirement est tellement insupportable, tellement douloureux, qu'on ne s'en est jamais accommodé. Alors, il y a deux écoles, je vous ai donné une feuille. Dans la première partie, j'ai mis l'introduction. On ne peut pas nier un fait, ça ne lui fait rien, c'est ce que je viens d'expliquer jusqu'à présent. Inversion des deux échelles. Le chapitre 1, donc c'est l'introduction, ça c'est l'aporie. Le chapitre 1, c'est les solutions pratiques, historiques. Alors, le stoïcisme, qui va se libérer de l'asservissement à la possession, et l'épicurisme, qui va faire le contraire, se libérer des contraintes de la morale. Voyons d'abord le stoïcisme, les stoïciens. Vous pensez bien que, historiquement, on peut bien le localiser, mais qu'il est de toutes les époques. Il y aura toujours cette espèce de goût de l'effort pour lui-même. Certains sportifs, certains amateurs de performance qui vont aux limites des résistances humaines, évidemment pour la gloire, mais c'est pour ça que nous les admirons, parce qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, même si c'est complètement farfelu. L'autre jour, on m'a proposé le reportage de deux individus qui sont arrivés, parce que ça ne s'était jamais fait, au pôle Nord
Bon, ça va déjà. À vélo, je trouve ça merveilleux. À ski, on y avait déjà été, en traîneau, on a déjà été, mais à vélo. Alors, vous imaginez, un individu se trouverait au pôle Nord, un individu normalement constitué, comme vous et moi. On ouvre la porte, on va arriver deux types à vélo. Pas à vélo sur leur vélo, bien sûr, le vélo, ils le poussent. Vous venez faire quoi? On vient faire une performance pour être dans le Guinness Book, je dis comme non, cinglé. On est capable de faire n'importe quoi. Alors, voyons historiquement. Alors, les stoïciens, c'est une école qui a sa fascination, qui a exercé une certaine fascination au cours des siècles, dont le fondateur, il est bon de le savoir, s'appelle Diogène. Peut-être vous le connaissez, du moins de nom, Diogène, au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est celui qui vivait dans un tonneau et qui sortait le jour avec une lanterne, et puis les Grecs s'en amusaient, parce qu'à l'époque, la philosophie se faisait sur l'agora, tout le monde pouvait... C'était spontané, on n'avait pas les distractions qu'on a, même culturelles. Alors, on aimait beaucoup parler sur la place publique de problèmes. Du reste, Aristote enseignait ses disciples en marchant. C'est pour ça qu'on les appelle les péripatéticiens, qui a donné après le mot péripatéticienne pour les femmes qui font aussi des allées et venues, mais dans un autre contexte. Mais le mot péripatétein, en grec, ça veut dire aller et venir. Alors, Diogène, un jour, on l'a vu à Athènes avec une lampiote, avec une lanterne allumée, en plein jour. Puis on dit, mais Diogène, on savait qu'il était un petit peu, il avait un peu une case qui ne marchait pas, alors que c'était un sage. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je cherche un homme. Puis on a rigolé. Et en fait, il avait raison. C'est plus rare qu'on le croit, un homme. Quelqu'un qui est né, qui est devenu ce qu'il était. J'aime beaucoup la formule qu'on a proposée on l'a attribuée à pas mal de philosophes. Deviens ce que tu es, celui que tu es. C'est vieux comme le monde, ça. C'était le thème que nous avons traité dans les cours précédents. Et vous connaissez la réponse qu'il avait fait à Alexandre le Grand, qui était venu le visiter, parce qu'on allait visiter Diogène comme on va visiter la Tour Eiffel. On disait, vous savez, on a un original qui vit dans un tonneau. Alors, Alexandre le Grand, dans toute sa gloire, qui avait été formé par Aristote, du reste, c'était son précepteur. Et il a regardé cette bête curieuse de Diogène qui sortait de son tonneau, et il lui a dit, avec une superbe et une désinvolture extraordinaire, « Enlève-toi de mon soleil ». N'importe qui aurait dit ça à Alexandre, il se faisait passer par les armes, hein. On n'insultait pas Diogène, qui se croyait le soleil. Alors, c'est un précurseur, mais le vrai fondateur, c'est bon que vous le notiez, que nous le notions, s'appelle Zénon de Citium, et non pas Zénon d'Élée, parce que Zénon, c'est un nom très courant dans l'Antiquité grecque. Zénon d'Élée, c'est tout autre chose, c'est un disciple de Parménide. Tandis que Zénon de Citium, ou Citium, c'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et il est bon de savoir d'où vient ce mot de stoïcien. Nous, on le comprend, stoïque veut dire quelqu'un qui supporte la souffrance. Eh bien, ça vient d'un portique qui s'appelait stoa en grec. Le portique, une entrée de ville. Et il enseignait près de ce portique, qui était le portique de Peucile. Alors, le nom de stoïcien vient du mot qui veut dire portique, parce que, comme toujours, comme je vous l'ai dit, les philosophes enseignaient en plein jour. Ce n'était pas une école réservée, on n'était pas inscrit, on pouvait écouter un moment, prendre un peu ce qu'on avait envie d'entendre. C'est comme ça que saint Paul, du reste, avait opéré quand il était venu à Athènes. Mais ça, c'est sublime, l'histoire de saint Paul. Si j'avais le temps, je vous la raconterais, parce que c'est tellement extraordinaire. Ce choc de deux cultures qui s'ignorait complètement. La philosophie entre guillemets, de la tradition juive qui disait que le monde était bon, que Dieu avait fait les choses bonnes, et Dieu vit que cela c'était bon, et puis les Grecs qui pensaient que la matière était mauvaise. Alors le choc, c'était terrible, du reste c'est saint Paul qui a perdu. Alors dans la tradition des stoïciens, il faudrait que vous en notiez au moins un ou deux. Pour les situer, vous avez d'abord Sénèque. C'est des noms qu'on entend des fois, on cite Sénèque, moi je l'ai déjà cité. C'est alors
beaucoup plus récent, c'est 65 après Jésus-Christ, il est mort en 65 après Jésus-Christ au 1er siècle. Il était un des précepteurs de Néron, et il a été suicidé par Néron, comme on dit. On l'a suicidé, c'est-à-dire on l'a amené à la mort. C'était un poète, un homme politique, qui prêchait une certaine vertu, une certaine dignité. Ne croyez pas que c'était des gens tristes, non, mais c'était la priorité de la vertu. Peut-être pas la souffrance en tant que recherchée pour elle-même, mais il y avait un slogan, du reste, en grec et en latin, qu'on peut encore réciter aujourd'hui. En latin, c'était sustine kai abstine, et abstine, en grec, apeshu kai aneshu, et en français, sustine, résiste, et abstiens-toi. Résiste aux passions et abstiens-toi de tout le jeu des passions qui te mène par le bout du nez, qui te fait faire n'importe quoi. Une sorte de contrôle de soi assez noble si vraiment on se rend maître du registre des passions. Donc Sénèque. Ensuite, aussi au 1er siècle, un homme tout à fait merveilleux qui s'appelle Épictète. Ce sont des sages. Alors Épictète, du reste, était un esclave affranchi. Et c'était un homme, alors merveilleux. On est déjà, alors, on flirte avec la sagesse. C'était quelqu'un, évidemment, qui méprisait la douleur. On dit que son maître, puisqu'il était esclave, avant d'être affranchi, il était esclave, pour le punir, lui aurait tordu une jambe, comme on le faisait au Moyen-Âge pour faire avouer quelqu'un, mais c'était un châtiment. Et puis Épictète lui a dit, calmement, il a dit, fais attention, tu vas la casser comme s'il s'agissait d'une échasse, et tout à coup, paf, le genou a cassé, il a dit, tu vois, je l'avais dit. C'est peut-être de la légende, mais c'est quand même assez beau de penser que ces gens étaient parvenus à un tel degré de maîtrise d'eux-mêmes, comme on trouve dans certaines spiritualités extrêmes orientales ou orientales, qu'ils méprisaient jusqu'à la souffrance. Ils arrivaient à être maîtres de leur corps d'une manière extraordinaire. Et ensuite, alors au IIe siècle, qui se réclame de cette sagesse stoïcienne, je préférerais dire une sagesse stoïcienne, c'est Marc Aurèle, qui est un empereur, Marc Aurèle, qui est un empereur et philosophe, qui a été du reste adopté par son prédécesseur, l'empereur Antonin, qui épousa sa fille du reste. Alors, à la fin de sa vie, il a écrit ses pensées, et c'est vraiment d'une actualité extraordinaire. On ne saurait pas que ça a été écrit par Marc Aurèle, on dirait, mais oui, c'est un sage d'aujourd'hui. L'homme est toujours le même, il est toujours confronté aux mêmes situations, aux mêmes asservissements de la passion, de la souffrance, pour essayer de dépasser cette sorte, disons, d'asservissement. Alors, résumons la doctrine. Je pourrais la résumer une sorte d'ascétisme libérateur. Voilà, ascétisme, un mot qui n'est pas tellement ascétisme, mais libérateur. Que veut dire ascétisme? C'est ce qu'on faisait quand j'étais jeune, c'est-à-dire quand on nous demandait pendant le carême de ne pas manger de chocolat, de ne plus manger de friandises, un certain ascétisme, où on devait résister. Ce n'était pas nécessaire à notre alimentation. Je me rappelle, on mettait nos bouts de chocolat qu'on nous servait très méchamment, la même chose que pendant le reste de l'année, pour le goûter à 4 heures. On recevait notre bout de chocolat et on nous demandait, c'était admis que pendant 40 jours avant Pâques, on ne mange pas le chocolat, on le mettait dans des cartons à souiller ou on les mettait en réserve. Et puis évidemment, on se les volait les uns les autres. Et puis à Pâques, alors, on pouvait ouvrir ces cartons. Il y avait du chocolat qui était un peu blanc à l'époque, il ne se conservait pas très bien, surtout le chocolat au lait. Et puis on prenait des indigestions épouvantables. On avait tout le lundi de Pâques pour se remettre le foie en ordre. Mais ça nous a formés. Je ne veux pas faire le laudateur temporis acti, c'est-à-dire la louange du temps passé, mais si je la confronte au fait que, enfin, les quelques enfants que je connais, je ne parle pas de ceux qui me sont plus proches, mais ce que je vois autour de moi, je me demande des fois s'ils sont encore capables de faire un effort, c'est-à-dire leur dire non, là, tu ne peux pas. Il me semble que ça devient difficile à demander. Ils le voient. J'ai le cas tout récent encore d'un garçon qui est
14 ans, je crois, et qui est un bon type. Et sa maman a du mal à joindre les deux bouts parce que le père est parti et puis mesure d'une manière très chiche les secours matériels à la famille, alors qu'il y a quatre enfants. Et ce garçon, à la fin du mois, quand la mère vraiment n'a plus rien pour les nourrir, il lui reste peut-être 20 francs dans les porte-monnaies, il le lui vole. Et quitte à pleurer après, il ne peut pas. Il voit 20 francs pour rien, pour aller acheter des cigarettes. Il ne peut pas dire non. D'autre part, dans la doctrine, alors, il y a une sorte de fatalisme, dans la doctrine historique donc. Tout ce qui nous arrive nous est envoyé par les dieux qui sont bons. Donc, d'une certaine manière, c'est pour mon bien. Ce n'est pas tout à fait faux. Encore aujourd'hui, on découvre des gens qui vous disent « oui, cette épreuve, on dira plutôt une épreuve aujourd'hui, m'a mûri. Sur le moment, je n'ai pas comprise, mais maintenant que c'est fait, cet échec apparent m'a ouvert le cœur. » Je vous ferai quand même une confidence. Je parlais tout à l'heure de quelqu'un de votre âge qui est méconnu parce qu'il a une surface financière, actuellement évidemment, qui est très dégradée, puisqu'il m'a fait la confidence qu'il avait 360 millions de dettes. Ça fait à peu près 1 par jour, 2 millions qu'il faut rendre. Mais ça marche, disons, c'est pas catastrophique, mais tout le monde attend de voir la catastrophe. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Pas pour le moment du moins. Mais je suis étonné de voir, je l'ai connu avant, en période d'euphorie, ou alors il avait 360 millions en banque, et il s'en vantait, du reste même 600 millions. Évidemment, tout a fondu. Et puis, mais je l'ai trouvé plus humain maintenant. Mais vraiment, avant, il était infréquentable. Enfin, moi j'y arrivais parce que, bon, on avait des rapports de père et de fils, plus ou moins. Mais maintenant, avant, c'était une insolence dans les magasins ou n'importe quand il avait payé, c'est juste si vous ne fichez pas l'argent. Je pense qu'il était en méprise, ce qui est l'argent trop facile, je pense. On le dit du reste de certains gains malhonnêtes. Mais là, ce n'était pas malhonnête. Mais maintenant, je le trouve plus humain. Il est plus respectueux, il insulte moins les serveurs. Enfin, je ne sais pas, je lui ai dit du reste, je lui ai dit, ben, tu sais, ça t'a profité, cette sacrée crise, hein, parce que alors lui, il est en première ligne. Hein. Se rendre maître de soi, supporter les autres hommes et ne pas redouter la mort. Donc, s'obstiner et abstiner, c'est un des points. Ne pas redouter la mort. Le stoïcisme, je pense que ça m'a fasciné beaucoup. C'est une leçon de sagesse. Évidemment, il ne faut pas trop se focaliser sur le fait de la souffrance stoïque. Aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un qui serre les poings. Non, c'est vraiment une sorte de libération, une sagesse. Et je trouve très beau ce slogan qui a été repris par le bouddhisme, du reste. Est-ce qu'il vient du bouddhisme? J'en sais rien. Laissons la faute d'autrui là où elle est. Si on pouvait se pénétrer de cette sagesse, laissez la faute d'autrui là où elle est. On est toujours à geindre ou à se gémir parce que quelqu'un a fait quelque chose, puis on dit c'est dégueulasse, c'est répugnant, alors que ça n'est peut-être pas. J'en sais rien. Laissez la faute là où elle est. Je vous ferai une petite confidence quand même, parce qu'il faut quand même illustrer ça. J'essaie de pratiquer de temps en temps, ça m'aide. L'autre jour, je revenais de ma gym, et puis j'achète toujours mon évangile matinal, la lecture du journal et la lecture... qu'est-ce qu'il disait? La prière matinale du philosophe. Alors, ma prière matinale, je l'achète généralement à la gare. Et puis, lorsque j'arrive au pied de mon immeuble, je vois, il y a une cassette là, mais généralement, je n'ai pas de monnaie. Et je vois un homme de couleur noire, mais ça ne change rien, qui, avec un aplomb absolument inconsidéré, vient prendre un journal. Et pas payé, donc il file. On est bien surveillé, du reste, moi, je me fais prendre. Je paye, alors, s'il me manquait 5 centimes, je ne prendrais pas. Ça me paraît infaisable. Pas par vertu, je pense, c'est une habitude. Et vraiment, j'étais encore... Non, pas parce qu'il était noir, encore qu'il avait l'air tout à fait intégré à la société. Il avait une petite fille dans une boussette de l'autre côté de la rue, qu'il a là pour venir prendre. J'avais envie quand même de m'adresser à lui dire, vous savez,
vous avez volé un gagne petit, vous avez volé un pauvre, vous n'avez pas volé l'éditeur, il est riche à millions, ni la société. Je connais, pas à Lausanne, mais à Fribourg, un couple de jeunes, maintenant moins jeunes, qui se lèvent à 4 heures du matin pour faire la distribution de ces journaux dans les cassettes. Et c'est eux qui payent la différence quand il n'y a pas la somme. Alors j'avais envie de lui dire, vous savez, vous croyez que vous volez la société, peut-être vous lui en voulez, ou je ne sais pas quoi, la Suisse. Mais non, vous avez volé un pauvre, peut-être plus pauvre que vous. Mais je n'ai pas eu envie de le faire, enfin, je n'ai peut-être pas le courage de le faire. Et ça me tourmentait. Et tout à coup, cette phrase m'a libéré, il me dit, mais laissez la faute là où elle est. Je ne sais pas ce qui lui est passé dans la tête, c'est pas grave. Mais c'est quand même grave par rapport à ceux qui, le soir, viennent chercher la recette et puis ne la trouvent pas. C'était extraordinaire lorsque j'étais à Lausanne. C'est pas la faute des étrangers, c'est peut-être la faute de la crise. Mais j'allais tous les matins, alors c'était très facile, j'allais à la gare. On habitait à l'avenue de la Gare, vous l'avez connu, acheter la gazette, la tribune. Et il y avait non pas une cassette avec une tirelire, il y avait une soucoupe où on faisait sa monnaie et on prenait le journal. Et j'avais demandé un soir à un bonhomme qui prenait la recette s'il avait son compte. Il l'avait généralement. Donc non seulement on mettait l'argent, mais si on en avait trop, c'est une pièce de 2 francs, à l'époque ça coûtait 50 centimes le journal, on faisait sa monnaie, sans tricher. Vous imaginez? C'était le seul pays au monde où on pouvait faire un truc pareil. Et je trouve, voilà, ça c'est vrai, le vrai stoïcisme. Je ne cède pas. Évidemment, il faudrait que tout le monde ait à manger et personne, il n'y a pas de pauvre, parce qu'alors un pauvre aurait. Je ne conseillerais pas de voler là, parce qu'il vole un plus pauvre que lui. Mais peut-être à la Migros qu'il mange une brioche, c'est pas grave s'il a faim. Et de Goethe, une phrase qui est du stoïcisme que j'aime aussi beaucoup. On ne possède bien que ce à quoi on renonce. Si vous pouviez voir la vérité de cette sagesse. On ne possède bien, possédez bien que ce à quoi on renonce. Librement, bien sûr, ce qui est frustré. Mais le jour où on a vu les raisons de dire non, il y a quelque chose de supérieur à la possession. Je vous ferai une petite confidence. Je m'excuse, mais je suis obligé de les prendre dans mon expérience. Mais le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, c'était mon vice. Je dois dire qu'alors fumer, ça passait avant tout le chocolat et tout ce qu'on voudra. Mais j'arrêtais pendant le carême. Mais c'était dur. Je ne sais pas si vous m'avez connu à cette époque, j'étais un peu mauvaise humeur pendant le carême. Mais je n'attendais pas que je comptais les jours. Et la semaine sainte, je comptais les heures. Et puis la première était insupportable. Elle était... Oh, mais je me disais, oui, mais dans une semaine, j'aurai de nouveau cette petite ivresse. Et un soir, c'était le soir de mes 60 ans, je n'étais pas prémédité. J'ai dit, mes poumons ont 60 ans, ils me servent depuis 60 ans, ils n'ont jamais fait la moindre peccadille. Mon frère, il souffre un peu des bronchites. Et moi, j'emmerde mes poumons en leur envoyant de la fumée. J'ai dit, ah non, ça, c'est dégueulasse. Comme si ça avait été mes serviteurs. J'ai dit, ah non, ça, à eux, je ne peux pas le faire. J'ai pris mon paquet de cigarettes, je l'ai mis au cabinet. Je n'ai jamais eu, mais le moindre... Des fois, je rêve et j'en pleure, parce que dans le rêve, je refume. Je dis, mais imbécile, arrête de fumer. Puis je me réveille et je dis, ah non, je ne fume pas. C'est merveilleux. C'est bien mieux qu'avant. Parce que j'ai eu, bon, c'est très bien, mais si vous savez ce que c'est agréable de ne plus être asservi. Enfin, je ne me donne pas comme modèle, mais à ce point de facilité, bien sûr, j'avais l'entraînement, puisque j'avais arrêté pendant le carême, mais pendant le carême, je souffrais. Tandis que là, quand j'ai décidé de dire non maintenant, et pour mes poumons, donc pour de bons serviteurs, il faut avoir avec son corps des rapports qu'on aurait avec un animal domestique. Du reste, c'est pas faux. Saint François disait, frère Anne, on devrait traiter son corps avec amitié, avec sévérité, comme un animal affectueux, avec lequel on peut parler. Je vois des gens qui ont des problèmes d'alimentation, c'est-à-dire qui font ventre de tout ce qu'ils mangent, qui sont obligés de se surveiller. Je suis persuadé que s'ils avaient un rapport amical à leur corps, comme le préconisent les stoïciens, qui ne martyrisent pas leur corps, ils ne se donnent pas le fouet, mais qui ont un rapport d'amitié, mais souveraine, eh bien, ils pourraient manger tout ce qu'ils veulent et autant qu'ils veulent, et ils maigriraient. Tout au moins, ils prendraient le poids
le corps ne ferait plus ces galipettes qui est une sorte de révolte. C'est une idée, ça. Je ne peux pas vous en donner la preuve, mais j'en suis convaincu. Et la même phrase de, je ne me rappelle plus de qui, le vrai pauvre est celui qui veut davantage. On peut être un pauvre quand on est millionnaire, parce qu'on a 1 million puis on en veut 2, ou bien quand on en a 10, on en veut 20. Le vrai pauvre, c'est celui qui veut davantage. Ben ça, c'est vieux comme le monde, c'est la parabole du savetier et du financier. C'est pour vous donner la doctrine des stoïciens. Le stoïcien, c'est pas quelqu'un qui est crispé, qui se drille, et puis qui se malmène. Non, ça, c'est des déviances. Maintenant, l'historique du stoïcisme. Alors il faut quand même en donner la filiation, pas tout souvent, pas très sereine. Il y a des déviances, bien sûr, mais on est obligé quand même de leur donner les cathares, qui veut dire les purs en grec. Une hérésie du XIe, XIIe siècle, qui condamnait le corps et l'œuvre de chair à un point tel qu'il finissait par faire des turpitudes par mépris, si vous voulez, et c'est pas si faux. Il condamnait le mariage, puisque ça perpétue l'œuvre de chair, c'était vraiment, alors, c'est plus c'est du stoïcisme alors dégradé, corruption optimi pessima, la corruption du meilleur, c'est très beau le stoïcisme, bien compris. On devrait tous être capables d'être maître chez soi. Le stoïcien, c'est quelqu'un qui est maître dans sa demeure, chez moi, dans mon corps. Les cathares, évidemment, c'est une déviance. Ils sont peut-être partis au début, c'était juste, et puis ils ont dévié lamentablement, et il a fallu les combattre. Il y a eu, évidemment, c'est pas une excuse, mais toujours est-il qu'il y a eu de sacrés sacrifices, on les a passés par l'épée. Condamner le mariage, parce qu'elle perpétue l'œuvre de chair, condamner la sexualité, puis alors ils se conduisaient comme des ordures. C'était l'inverse, c'est-à-dire, par mépris, ils salissaient la sexualité. Moins violent, mais il faut quand même le donner, le jansénisme. Si on voit la doctrine, on est obligé de reconnaître qu'il y avait quand même une méfiance du plaisir. Racine en a souffert à Port-Royal. Il y avait malgré tout c'était pas une sérénité. Il y avait chez les grands maîtres de Port-Royal quelque chose qui ne respirait pas la joie, finalement. Je pense quand même que l'Évangile en est plein, du reste, les béatitudes. Je pense que le critère de la vertu, c'est la joie, son premier fruit. Mais la vraie joie, c'est-à-dire une certaine sérénité. Ensuite, alors, ça se gâte de nouveau avec le puritanisme. J'ai un peu scrupule à mettre toutes ces écoles, ces mouvements de pensée dans la ligne du vrai stoïcisme, parce qu'on est chaque fois des crispations, puritanisme, alors qu'il y avait un rapport de nouveau au corps qui était incroyable. Il vient de sortir de Jean Charon une biographie de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, qui va de nouveau faire un succès de librairie, parce que ça revient à la mode, mais je le pense qu'il n'a pas compris. Je l'ai entendu dans une interview. Je pense que la spiritualité au départ des parents de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, d'abord la maman de Sainte Thérèse, quand elle est arrivée dans le lit conjugal, ne connaissait pas l'œuvre de... Théoriquement, donc elle n'était pas initiée. C'était le suprême... C'était le fin du fin de la vertu de ne rien dire. Mais vous imaginez une jeune fille, une adolescente, une pubère, qui découvrait les transformations de son corps, le tribut à payer à cette féminisation qui se met en place et à qui on ne disait rien, ou auquel on faisait des allusions comme étant le péché, et qu'on interdisait de regarder. On devait prendre
son tube, son bain avec une chemisette. Ma sœur encore a eu cette obligation lorsqu'elle était à l'internat avant la guerre. La dernière est là, c'est pas celle de 14. Et on leur disait que quand elles étaient dans leur salle de bain à l'internat chez des bonnes sœurs, elles devaient garder leur chemise de nuit ou de jour pour prendre leur bain. Ma sœur, elle l'a trempée après s'être baignée, elle était habituée, avait un rapport plus sain au corps. Mais Sainte Thérèse d'Enfant Jésus a baigné dans une haine du corps. Alors elle s'est évadée dans l'imaginaire. Que la grâce ait pu corriger cette névrose, parce qu'elle était névrosée au dernier degré, quand elle a été, sa crise de scrupule dont elle parle, guérie à Noël, quand elle avait 12 ans. Mais c'était un bouillon de culture à la névrose, dans un puritanisme, mais imbécile au dernier degré, où on n'avait qu'une inspiration, c'est de mourir, c'est tu vois, la mère est morte assez vite, et puis sa fille aussi, puisqu'elle est morte à 24 ans. On n'avait qu'une envie, c'est de quitter ce monde mauvais, et puis d'aller au paradis, avec l'époux divin, dont on faisait une sorte de mythe. Je suis persuadé que Dieu écrit droit avec des lignes courbes, et que la grâce a pu malgré tout, quand dans l'Évangile, le maître invite ses amis à venir à son banquet, qui a toujours été le symbole de la renaissance, avec la robe nuptiale, et que les amis refusent, ils ont un bœuf à acheter, sa fille à marier, et qui va chercher des boiteux, des paralytiques, des mendiants sur le bord des chemins, il envoie ses serviteurs. C'est ceux-là qui viennent à son banquet, c'est ceux-là qui revêtent la robe mystique. Alors c'est pour ça que je crois que je me méfie un peu d'un trop grand équilibre humain, parce qu'alors, est-ce qu'on est encore perméable à la grâce, puisqu'on se tient sur la crête? Mais je pense que la grâce s'insinue par ses failles, par ses difficultés d'être. Et alors, je suis pas... Il y a du reste un très beau livre sur Sainte Thérèse, beaucoup plus juste, qui s'appelle « Névrose et sainteté », d'un grand spécialiste de la névrose et de la sainteté qui s'appelle l'abbé Laurentin, et qui est remarquable, alors où il montre bien que c'est cette fille adorable, du reste, quand elle a été en Italie, demandée au pape à entrer au couvent à 15 ans. Je ne sais pas si vous connaissez des jeunes de 15 ans. C'est toute la mystique de l'époque. Mais quand elle était dans les rues de Rome avec son père, les petites Italiennes là, qui voyaient cette ravissante fille blonde, ils lui couraient après. Hein. Elle lui faisait des avances qu'elle ne comprenait même pas, si vous voulez. C'était une innocence faite d'ignorance, plus qu'autre chose. Ensuite, vous avez le calvinisme, il ne faut quand même pas l'oublier, plus proche de nous, localement, pas chronologiquement. Alors là aussi, il faut avouer chez Calvin, on ne rigolait pas, hein, c'était vraiment une austérité. Et puis aujourd'hui, un certain traditionnalisme, quand vous voyez les crispations dans l'Église catholique en tout cas, c'est pas non plus la rigolade, hein, c'est de nouveau cette austérité un peu sévère, et c'est pas... Oui, il y a de temps en temps, ça en récréation, se déborde. J'ai connu un peu ces atmosphères. Je les trouve... C'est peut-être moins grave que l'inverse, c'est-à-dire l'épicurisme débridé, qui est l'inverse du stoïcisme. On les oppose souvent. À tort, du reste, on le verra. Alors, donc je vais encore vous le signaler, parce que, bon, c'est ce qu'on peut dire sur le stoïcisme. Maintenant, quelques mots sur l'épicurisme. Simplement une chose, puis on l'approfondira la prochaine fois. Épicure, qui a donné son nom à l'épicurisme, n'était pas épicurien. Il y a un contresens incroyable. Le stoïcisme vient non pas du nom du fondateur, Zénon, mais du nom du mot portique. Tandis qu'épicurisme, l'épicurien, un épicurien, c'est du nom de son fondateur qui était Épicure, qui a vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Quand on lit dans le dictionnaire, sous le mot épicurien, un mot qui date du XIIIe siècle en français, on trouve cette définition. Se dit de personnes qui professent une morale facile, ici, une morale facile, qui recherchent en tout leur plaisir, synonyme bon vivant, sensuel, voluptueux, un épicurisme raffiné, jouisseur. La définition est de Diderot.
Historiquement, non, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, c'est très proche du stoïcisme. C'est de nouveau cette sagesse qui consiste à mettre les choses dans leur hiérarchie normale, c'est-à-dire se rester maître, carpe diem. Je crois que tout est venu de l'ambiguïté du mot carpe diem, qui veut dire cueille, non pas le jour. En latin, ça veut dire carpe, cueille le jour. Mais on l'a traduit par chaque jour prend les plaisirs que la journée t'offre. Mais c'est pas au sens jouissif, ça veut simplement dire fais ton bonheur du quotidien. Mais c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir avec la morale gidienne, ça n'a rien à voir avec les jouisseurs dont on a des exemples alors très modernes, pour qui le plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors voilà l'épicurisme. Comment est-ce qu'il faudrait l'appeler? Alors, quand je dirais épicurisme historique, il s'agit d'Épicure et de ses disciples. C'est une sagesse de vie très proche de celle des stoïciens. Mais quand je ne dirai pas historique, quand sera l'épicurisme, alors c'est cette doctrine, il n'y a pas de mal à se faire du bien, le droit à la jouissance, c'est aussi une des choses qu'on a vu arriver il n'y a pas tellement longtemps, le droit à la jouissance, ça date d'une quinzaine d'années, pas tout de suite après mai 68, mais c'est dans la ligne, une sorte d'hédonisme, c'est-à-dire quand Gide a écrit ces nourritures terrestres, qui disent bien ce qu'elles veulent dire. À l'époque où j'étais étudiant, c'était à peu près l'époque où le livre a paru, un de mes camarades de l'internat s'est fait renvoyer de l'internat parce qu'il avait ce livre dans sa table de nuit. Aujourd'hui, mais on l'étudie en classe, ça paraît aller de soi, de prendre avec une sorte de délectation les choses. Nathanaël, je t'enseignerai le plaisir. C'était pas uniquement la sexualité, encore qu'aujourd'hui, la sexualité fait partie des droits de l'homme, c'est-à-dire les vieillards, enfin, il y a un épicurisme incroyable au sens moderne. Je veux quand même vite finir parce que je ne veux pas recommencer la prochaine fois. J'aimerais la prochaine fois vous donner la situation moderne. Alors, voici la fondation de l'épicurisme au sens moderne. Elle date de Diderot. Je vous en donnerai le texte, vous l'aurez, vous n'avez pas besoin de le relever. Vous en aurez d'autres du reste. Malheur aux institutions qui ont attaché les noms de vice et de vertu à des actions qui n'étaient par elles-mêmes susceptibles d'aucune moralité. Traduction. Malheur aux institutions judéo-chrétiennes, Église catholique y comprise, qui ont attaché le nom de vice, voilà le vice, et de vertu, voilà la vertu, à des actions qui par elles-mêmes susceptibles d'aucune moralité. Ici, c'est neutre. Vous n'avez pas le droit de dire, de mettre les deux, de lier les deux échelles inversées. C'est à partir de Diderot, à partir du XVIIe siècle, du XVIIIe, qu'avec le dictionnaire, et vous en aurez d'autres, je vous en donnerai une collection, le fondement, le départ de l'épicurisme moderne, qui pour aujourd'hui, mais va de soi. Je vous donnerai, vous aurez des phrases de toute cette équipe, vous direz, mais il n'y a pas un mot à retrancher. On s'est fait mal, on s'est fait mal à l'âme, on s'est faussé, on s'est culpabilisé avec une morale étriquée qui a fait des névroses, et des gens sont morts de scrupules avec une peur de l'enfer et tout ce qu'on voudra. Pour nous, ça va de soi. Alors, quelques mots sur l'épicure historique, parce qu'alors on reprendra l'épicurisme moderne, puisque c'est la doctrine aujourd'hui. Alors, Épicure, c'est environ 341 avant Jésus-Christ, donc 4e siècle, et il est mort environ 270 après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Nous n'avons de lui que des fragments. Son disciple de prédilection avec lequel on l'identifie, c'est un Romain qui s'appelle Lucrèce. Alors Lucrèce est beaucoup mieux connu, parce qu'Épicure n'a que quelques aphorismes. Lucrèce vécut au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire en 98 après Jésus-Christ. Il a écrit des Natura Rerum, de la nature des choses. C'est lui qui a proposé cette formule carpe diem, cueille le jour, cueille les plaisirs du jour. Mais attention,
c'est le refus des vains plaisirs, c'est-à-dire prends ton plaisir simplement autant qu'il fait, même s'il pleut, réjouis-toi, c'est une bonne chose pour la nature, pour toi. Cueille ton bonheur chaque jour. C'est d'une immense sagesse, très proche des stoïciens. C'est le culte de la sagesse, de l'amitié, de l'art et de la science. Là aussi, on retrouve le mépris de la mort, le détachement du tumulte des passions. On pourrait symboliser Épicure dans cette phrase que je vous ai souvent citée, « Quelle surnaturelle merveille et quel miracle voici, je tire de l'eau et je porte du bois » d'un mystique zen. Mon corps est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. C'est une phrase de Lucrèce. Mon corps est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. Par ailleurs, alors, la différence avec le stoïcisme, parce qu'il faut quand même en voir une, c'est que pour eux, alors le monde n'est pas providentiel. C'est-à-dire pour Lucrèce et pour Épicure, le monde n'est pas gouverné par un Dieu bon, tandis que pour les stoïciens, oui, les dieux sont bons, donc tout ce qui m'arrive est bien. Par contre, pour Lucrèce, il est plus proche de nous, alors de ce point de vue-là, est plus proche du bouddhisme, qui n'est pas une religion, il n'y a pas de Dieu dont on doit attendre son salut. Nous sommes jetés dans l'existence, à nous de nous dépatouiller en cultivant une certaine sagesse et en ne nous laissant pas piéger au mirage de la jouissance terrestre. Voilà pour aujourd'hui.